Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ces journées. Je vais essayer d'ouvrir. Aide, moi je suis très Mac et pas du tout PC. Peu d'aide serait bien. Et où le plein écran? Est-ce que c'est en PDF? Oui? Bon, bah, ça va. Je vais vous parler donc des symptômes abdominaux chroniques dans le contexte de mucoviscidose, sans réel conflit d'intérêt à ce sujet, en abordant un plan constitué comme suit. Pourquoi en parler? Quels sont ces symptômes? Que sait-on sur leur cause? Comment évaluer leur fréquence et leur impact? Quels sont les effets des modulateurs à la fois Kaftrio et Ivacaftor concernant les mutations gating déjà connues sur la part digestive des symptômes et comment les prendre en charge? Alors pourquoi en parler? Parce que les patients le veulent. En 2018, il y a une grande étude internationale avec l'Angleterre, les USA, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui visait à déterminer quelles étaient les priorités de recherche dans la mucoviscidose, avec 2 enquêtes successives qui s'adressaient 50% à des patients atteints de mucoviscidose et leur entourage, 50% à des soignants et à des chercheurs en mucoviscidose. Une première étude pour déterminer la liste des priorités et une deuxième étude pour les prioriser entre elles. Et les symptômes abdominaux arrivent en deuxième place après la diminution des traitements sous modulateurs. En 2019, une étude aux USA qui avait à peu près les mêmes buts a été réalisée auprès de chercheurs en mucoviscidose chez 135 patients et leurs familles. Et dans cette étude, les symptômes abdominaux arrivent en 4e place, derrière la détection et le traitement des micro-organismes respiratoires, les problématiques de santé mentale et la réduction des traitements. En 2023, l'étude de 2018 a été remise à jour de la même façon avec 2 études successives qui s'adressent à des patients, à des entourages, à des soignants et à des chercheurs. Toujours 2 tours. Un premier tour pour déterminer quelles étaient les priorités, le deuxième tour pour les prioriser entre elles, et les symptômes abdominaux arrivent en 3e place, après les options pour les patients sans accès au modulateur et les moyens diagnostiques d'infection respiratoire chez les patients non expectorants. Donc c'est déterminé par l'ensemble de la communauté muco et les patients comme étant faisant partie des priorités de recherche et de prise en charge. Alors, quels sont ces symptômes? On l'a déjà vu un peu sur la présentation précédente. C'est des symptômes qu'on peut diviser en symptômes digestifs hauts, avec les nausées, les vomissements, le reflux gastro-œsophagien, le pyrosis. Des symptômes digestifs bas, qui sont, comme vous l'a montré l'étude, en France, déclarés les plus fréquents, comme les selles grasses, les flatulences, la distension abdominale, les troubles du transit avec la constipation. Des symptômes qui concernent l'alimentation et les troubles de l'appétit, comme la perte d'appétit, la perte de goût et le besoin de se forcer pour manger, et les symptômes douloureux abdominaux, qui sont les symptômes les plus anciennement pris en compte et connus en contexte de mucoviscidose. Juste un petit mot sur ce mot des douleurs, parce que les douleurs, c'est à peu près le principal symptôme dont on parlait avant. Et toutes les enquêtes rétrospectives déclaratives des différentes études montrent une fréquence variable mais extrêmement élevée des symptômes douloureux abdominaux en contexte de mucoviscidose, qui vont de 25 à 50% chez l'enfant et jusqu'à 87-90% chez l'adulte. Les études plus anciennes ont retrouvé à peu près ces mêmes chiffres quand ils sont intéressés sur la douleur. Une étude réalisée par Sophie Ravilli à Vaincre la muco en 2009 avait retrouvé un chiffre de 79%. Donc on est dans les mêmes ordres de très haute fréquence. Juste pour la citer, une étude particulière a été réalisée en prospectif longitudinal
avec une étude avant-après concernant des douleurs abdominales récurrentes dont la définition était très stricte et était selon les critères d'Apley en milieu pédiatrique. Ça a été publié par Anne Mink en 2012, donc c'est relativement ancien. Et elle a fait avec un questionnaire où il fallait remplir 28 jours de journal prospectif et les patients étaient il y avait une prise en charge et les patients étaient revus 6 mois après avec de nouveau un journal prospectif. Ça a concerné 130 enfants et là, avec ces critères stricts, c'est la seule étude qui montre une fréquence relativement basse des douleurs abdominales récurrentes chez l'enfant, avec seuls 6% des enfants qui ont été pris en charge de façon variée, une adaptation du milieu scolaire, trois d'entre eux adaptation de l'alimentation et des extraits pancréatiques gastroprotégés, 2 prises en charge en hypnose, et finalement, après la visite de 6 mois, seuls 3 patients gardaient des douleurs abdominales récurrentes nettement moindres en intensité et en fréquence. Juste pour rappel, pour donner un petit ordre de comparaison, le côlon irritable, ça représente 11,5% de la population en Europe et les douleurs abdominales récurrentes entre 9 et 15%. Donc c'est des fréquences qui sont pas nulles. Qu'est-ce qu'on sait des causes des symptômes abdominaux en contexte de mucoviscidose? Eh ben, c'est un peu le bazar, c'est une intrication d'atteintes plutôt spécifiques à la mucoviscidose, comme l'insuffisance pancréatique exocrine, le reflux gastro-œsophagien extrêmement fréquent, le syndrome intestinal de pullulation intestinale du grêle, le syndrome d'obstruction intestinale distale, le mucocèle appendiculaire, la dysmotricité digestive, l'inflammation digestive et les problèmes liés à l'hépatopathie et aux pathologies biliaires fréquemment augmentées en contexte de mucoviscidose. Mais ces causes-là sont intriquées avec des atteintes absolument non spécifiques, comme ce qu'on appelle le côlon irritable ou les douleurs fonctionnelles, des problèmes d'appendicite chronique chez nos patients qui reçoivent des antibiothérapies répétées, des problèmes de constipation, des problèmes de diagnostic alternatifs comme la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires chroniques intestinales dont la fréquence serait peut-être un chouïa augmentée en contexte de mucoviscidose, et puis toute la grande vague et les possibilités des intolérances et pseudo-intolérances alimentaires. Mais ces facteurs-là s'intriquent également avec des facteurs psychologiques majeurs, psychosociaux, avec l'observance des traitements, notamment des extraits pancréatiques gastroprotégés, avec des facteurs iatrogènes, notamment les antibiothérapies répétées qui favorisent la dysbiose intestinale et le syndrome de pullulation intestinale du grêle, et tout ça en contexte de maladies graves, chroniques, congénitales. Bref, ça dure depuis toujours. Donc, tirer un seul facteur causal pour expliquer un symptôme digestif variable dans le temps est souvent très complexe. Les facteurs de risque, comme on vous l'a déjà dit, et remontré par exemple dans cette étude, c'est essentiellement l'insuffisance pancréatique exocrine et les pathologies qui en découlent, comme l'iléus méconial néonatal, comme le syndrome d'obstruction intestinale distale, comme le prolapsus rectal, mais aussi des antécédents de chirurgie digestive antérieure, et ça c'est assez logique. Et dans d'autres études, on a montré le rôle du diabète associé à la mucoviscidose comme étant un facteur de risque de symptômes abdominaux, le fait d'être plus âgé, d'âge adulte, et le fait d'être une femme. Comment évaluer leur fréquence et leur impact? Dans la littérature, il y a énormément d'études, mais qui sont toutes sur des critères différents. Et en gros, ah oui, ça marche. Avant 2012, avant l'avènement des modulateurs, il n'y avait pas d'études avec des questionnaires adaptés à la pathologie. Depuis 2012, il y a eu des questionnaires qui ont été utilisés, soit adaptés à la pathologie, soit non adaptés à la pathologie, mais validés dans des sous-classes, validés dans la constipation, validés dans le reflux, validés dans les douleurs abdominales et dans la qualité de vie résultante des problèmes de transit, par exemple, et qui donnent des résultats très différents. Et
il est clair que on a besoin dans cette pathologie d'avoir des outils adaptés à la mucoviscidose pour avoir des résultats plus fiables et comparables entre eux. Donc une première étude, qui était une étude pilote, a élaboré un questionnaire spécifique à la mucoviscidose et l'a mis en place chez 131 patients adultes et enfants. Et dans cette étude, de façon rétrospective, 100% des patients ont déclaré avoir eu des symptômes abdominaux dans les 3 mois qui précèdent, plus de 90% des pertes d'appétit, pertes de goût, 79% des douleurs abdominales, 77% des flatulences et 63% des ballonnements. Ce qu'on peut voir sur le graphique du bas, c'est que les adultes, les enfants ont plus volontiers des douleurs abdominales que les adultes, alors que c'est globalement le contraire, ce qui est retrouvé dans la littérature, et que les adultes ont plus souvent des symptômes digestifs hauts. Mais c'est en gros ce que ressort de cette étude. Ce questionnaire, il a été développé, travaillé, affiné, il est devenu le CF-EBD score. C'est un questionnaire qui est spécifique à la mucoviscidose, qui permet de différencier les patients atteints des patients non atteints de mucoviscidose, et ceci qui est vrai pour les 5 sous-domaines qui sont les troubles de l'appétit, les symptômes digestifs hauts, les symptômes douloureux, les symptômes digestifs bas et leur impact sur la qualité de vie. Il y a une cohérence interne et une reproductibilité de ce questionnaire, ce qui en fait un PROMS, Patient Reported Outcome Measure. Excusez-moi pour l'accent. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on sait des effets des modulateurs en général? Ça marche bien sur la fonction respiratoire. Alors, je parle des modulateurs de l'ETI, des modulateurs hautement efficaces, comme on dit dans les publications américaines. On sait que ça marche bien sur la fonction respiratoire et l'antibiodépendance, qu'il y a des effets nutritionnels prouvés, qu'il y a des effets sur l'inflammation digestive et respiratoire, les effets sur la fonction pancréatique, si donné tôt, on va en parler probablement tout à l'heure, et qu'il y a des probables effets sur la tolérance glucidique qui est améliorée avec des besoins insuliniques diminués selon des publications toutes récentes. Sur les atteintes digestives, précisément, l'ivacaftor dans les mutations de type gating, il y a une publication qui montre une amélioration du pH de l'intestin proximal, mais sans différence sur les douleurs et sur le temps de transit. Mais ceci dit, cette étude, elle concernait 10 patients et après 1 mois de traitement par Kaftrio. Une autre étude a montré une amélioration ou un changement du microbiote intestinal avec une diminution de l'inflammation intestinale. Et on ne parlera pas des répercussions sur le pancréas, dont on parlera tout à l'heure, mais qui ont des conséquences sur tout le reste des symptômes. Plus précisément, ça agit sur la dysbiose et l'inflammation. Ça diminue la dysbiose ou ça augmente la biodiversité, ce qui revient grosso modo au même, mais sans corrélation avec les scores de constipation non spécifiques à la mucoviscidose dans cette étude publiée en 2024. Ça améliore la dysbiose et ça diminue la calprotectine fécale en contexte d'hépatopathie liée à la mucoviscidose. Et encore une autre étude qui montre en gros la même chose, avec en plus une diminution des gènes de résistance antibiotique dans la flore fécale sous ETI. En ce qui concerne le temps de transit, il y a une étude réalisée en IRM à 6 et 18 mois de traitement par Kaftrio qui montre une amélioration du transit intestinal et je vous le fais simple, avec une levée de l'obstacle fonctionnel iléocécal élaboré, imagé par différents marqueurs de cette étude. Il y a des études par questionnaire électronique qui s'apparentent un petit peu à l'étude qu'on a réalisée avec la filière et Vaincre la muco, qui s'adresse à des patients, familles, soignants, qui pour moi sont d'une interprétation hyper difficile et qui auraient montré la persistance de symptômes digestifs qui changent de nature, mais qui s'améliorent pas vraiment sous traitement, qui a été publié là en 2024. A contrario, il y a une étude danoise sur l'impact
du Kaftrio sur les traitements, qui a montré une nette diminution des thérapeutiques à visée respiratoire et peu de changements sur celles à visée digestive à 2 ans de traitement. L'ileus méconial et la fonction pancréatique exocrine, on n'en parle pas. Tout ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie concernant les symptômes abdominaux. Alors, une petite question dans l'Assemblée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les symptômes abdominaux sont augmentés en raison des effets secondaires des modulateurs? Est-ce qu'ils sont augmentés en raison du choc psychologique lié à l'amélioration respiratoire? Est-ce qu'ils sont inchangés? Est-ce qu'ils sont inchangés ou priorisés en raison de l'amélioration respiratoire? Est-ce qu'ils sont diminués mais leur impact est majoré? Parce que en gros, c'est ça qui impacte la qualité de vie. Ou est-ce qu'ils sont diminués tout court? Grosso modo, ça marche pas, mais c'est normal, je suis en PDF. Grosso modo, les symptômes abdominaux, comme vont le montrer les études dont je vais vous parler tout de suite, sont diminués. Leur impact est probablement majoré, on n'en sait rien, mais de toute façon, ils sont diminués sous modulateur. L'étude de PROMISE, réalisée aux USA, concernant 56 centres, prospective observationnelle sur 6 mois, s'adressant à des patients en mucoviscidose avec une delta F 508, âgés de plus de 12 ans, ça a concerné 438 patients, a été faite avec des questionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, non adaptés à la mucoviscidose, de constipation, de qualité de vie, de symptômes digestifs hauts, et corrélés à des marqueurs bio, et a montré une amélioration faible des scores, plus marquée si les scores initiaux étaient élevés, avec une baisse de la calprotectine, mais rien de très flagrant sur les symptômes abdominaux. Et quand on passe à des études réalisées avec des scores spécifiques, comme celle-ci, par l'équipe toujours de Mainz en Allemagne, qui étudie avant et jusqu'à 26 semaines de traitement par Kaftrio en prospectif avec un groupe contrôle, et ça c'est passionnant, 107 patients réalisés qui sont suivis en Allemagne pour 4 centres et en Angleterre pour 4 centres. Il y a une diminution significative de tous les scores, que ça soit le score global, la somme de tous les 5 sous-domaines ou les 5 sous-domaines. Et de façon visuelle, en rouge, ce sont les patients qui ne sont pas traités par modulateur. En bleu, ce sont les patients traités par modulateur qui diminuent donc leur score de désordre, de troubles de l'appétit et de difficultés à s'alimenter, de qualité de vie, de douleurs abdominales bien diminuées, de symptômes digestifs hauts beaucoup diminués et de symptômes digestifs bas également diminués. Le côté passionnant, c'est quid du groupe contrôle qui, comme on le voit, reproduit un peu le groupe traité par modulateur, sauf en ce qui concerne les symptômes digestifs hauts ou les symptômes de reflux, où le groupe contrôle a plus de symptômes de reflux que le groupe de patients atteints de mucoviscidose sous modulateur. C'est pour illustrer à peu près la même chose, où on voit que le groupe contrôle est plus souvent gêné par des ballonnements abdominaux que les patients atteints de mucoviscidose avec ou sans modulateur, où on voit que le groupe contrôle rejoint quand même très souvent le groupe de patients traités par modulateur. Toujours cette même équipe qui a étudié dans 8 centres en Irlande et en Angleterre ce même questionnaire, couplé à des marqueurs biologiques, la pyruvate kinase, la calprotectine et l'élastase, chez 108 patients âgés de plus de 12 ans ayant au moins une mutation delta F 508 sur 1 an de traitement par Kaftrio. Et de la même façon, on démontre une diminution des scores à la fois totaux et dans les 5 sous-domaines du score CF-EBD score. La courbe en vert, c'est la courbe à 1 an. Qui remonte un tout petit peu, qui continue, pardon, à
Non, c'est ça. La courbe en bleu, c'est la courbe à 1 an, excusez-moi, qui remonte un tout petit peu au-dessus de la courbe à 2 mois de traitement. En gros, il y aurait une amélioration très flagrante initiale et une réaggravation modérée ultérieure. Et dans la période toute précoce, une autre étude a montré que dans la période toute précoce, dans les 15 premiers jours de traitement, on peut avoir une aggravation des douleurs abdominales et des flatulences dans les 15 premiers jours de traitement, mais qui disparaît avant le premier mois de traitement. À plus long terme, cette étude qui est en cours de publication, toujours de la même équipe, montre qu'il y a un relatif épuisement de l'effet des modulateurs sur les symptômes abdominaux. Autant ils sont très efficaces de façon globale à plus 1 an et demi de traitement, et le deuxième point est entre 2 et 4 ans de traitement. Donc le score global est très nettement amélioré, que ça soit 1 an et demi de traitement ou entre 2 ans et 4 ans de traitement. Mais on voit que, par exemple, les douleurs abdominales remontent un peu et ne sont plus très différentes du point de départ avec le temps. De même, le score de qualité de vie se dégrade un petit peu avec le temps, et les troubles de l'appétit et de l'alimentation également. On ne sait pas du tout si ceci est lié à des difficultés d'observance du traitement par modulateur, d'observance du traitement à visée gastro-entérologique autre que le traitement par modulateur, d'une perte d'efficacité des modulateurs, des changements diététiques liés à l'amélioration globale et à la reprise d'une activité et l'amélioration respiratoire, des changements dans la flore digestive qu'on a démontré à cause du Kaftrio. On ne sait pas ou de la perception des symptômes, tout simplement. Il n'y a aucun lien de causalité qui est fait dans cette étude uniquement descriptive de fréquence. Et là, une étude qui va très prochainement être publiée montre que ce fameux score CF-ABD score est traduit en français, validé, et a étudié une population de 64 patients parlant français, plutôt enfants, et 58 contrôles. Et ça permet aussi de différencier les patients qui sont atteints des patients qui sont non atteints de mucoviscidose, et des patients qui ont ou qui n'ont pas de traitement par modulateur. Je vais pas trop en parler parce que normalement c'est pas encore publié. Comment les prendre en charge? Ça, c'est la vraie question. Il faut savoir les entendre, les symptômes et les patients, les dépister avec l'utilisation d'un score spécifique. Ça semble être une évidence, mais ça va pas être une mince affaire parce que il n'est pas si disponible que ça, ce score, même s'il est validé et même s'il est traduit. Bien sûr, s'aider d'un examen clinique et d'une anamnèse rigoureuse. En cas de masse en fosse iliaque droite, pensez au mucocèle, au SOID, à l'appendicite. S'il y a un amaigrissement, c'est un red flag. Chercher d'autres pathologies. Avec une enquête diététique et un diagnostic éducatif systématique concernant l'alimentation et la prise des extraits gastro-pancréatiques, gastro-protégés, et s'aider d'une évaluation psychologique qui étudie le retentissement, le stress, l'anxiété, et peut permettre une éventuelle prise en charge spécifique. En fait, il faudrait commencer par ce que l'on sait faire, ou à peu près. Parce que comme vous l'a montré l'étude précédente, il y a environ 60% des patients qui se plaignent de selles grasses dans l'étude. Et dans les études publiées par Mainz, sous traitement par Kaftrio, il en reste 30% des patients qui se plaignent de selles grasses. Et jusqu'à preuve du contraire, les selles grasses, c'est une inadéquation de la prise d'extraits gastro-pancréatiques, gastro-protégés, qu'il faudrait essayer d'affiner. Et dans la vraie vie, il y a
beaucoup d'études qui montrent que dans la vraie vie, les extraits pancréatiques sont pas bien pris. Dans cette étude publiée en 2017, les extraits étaient pris dans les doses recommandées entre 13,8 et 46% des cas seulement. Et il y en avait jusqu'à 82% qui étaient sous-dosés des patients. Et ils ont créé une appli mobile pour essayer d'aider les patients à adapter leurs extraits à leur alimentation. Mais pour l'instant, on n'a pas d'études qui démontrent le bénéfice pour le patient de l'utilisation de cette appli encore. Une autre étude dans la vraie vie a étudié 120 patients adultes et a montré que les patients qui prennent des... D'abord, il y avait 3 patients qui n'avaient pas d'insuffisance pancréatique exocrine qui prenaient du Créon, ou de l'Eurobiol, pardon, pour pas citer de marque. Donc ça, c'est vraiment un fait marquant chez tous les patients adultes. Je pense qu'il faut vraiment vérifier le statut pancréatique et ne pas se fier à l'historique. Elle est insuffisance pancréatique exocrine depuis toujours, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit plus. On s'est trompé en pédiatrie et il faut pas avoir peur de le dire. Ça m'est arrivé à une de mes patientes, ça m'a beaucoup vexée. Il y a un tiers des patients qui prennent pas d'extrait pancréatique pour les snacks, quelle que soit leur richesse en graisse. C'est surtout des femmes. Les hommes prennent des doses plus élevées que les femmes. Et en gros, les doses d'extrait pancréatique sont associées à la constipation diarrhée, mais pas aux douleurs abdominaux. Les doses sont basses, c'est surtout associé à la constipation, curieusement, alors que on penserait que la stéatorée, c'est plutôt la diarrhée. Et le moment de la prise du Créon pendant les repas n'influence pas les scores de douleur abdominale. Donc en gros, on ne sait pas trop, mais il y a quand même des règles et normalement la stéatorée persistante, ça doit pouvoir s'améliorer en travaillant avec le patient l'adéquation à la fois des ingestats et de la prise des extraits pancréatiques en ETP, sans oublier de vérifier s'ils en ont vraiment besoin. Le reste, on va en passer très rapidement. La dysbiose, il y a peu d'alternatives thérapeutiques. Il y en a une publiée avec la rifamycine pendant, je sais plus, 15 jours. Mais bon, ça me paraît pas être une riche idée de mettre des antibiotiques pour une dysbiose. Le reflux gastro-œsophagien, le traitement par IPP, le mucocèle, discuter la chirurgie. Bref, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus classiques. Concernant la stéatorée rebelle, ça existe. Ça existe probablement, mais c'est rare, donc il faut toujours vérifier à la fois l'adéquation des ingestats et des enzymes, essayer d'adapter les doses sans trop les augmenter, utiliser les IPP peut-être, changer de marque d'enzyme, ça n'a aucun rationnel médical scientifique, mais il n'y a pas que du médical scientifique qui rentre là-dedans, donc ça peut s'essayer. L'utilisation d'acide urso-désoxycholique dans ce contexte peut se discuter aussi. Il va falloir conclure, Jeanne, parce qu'il nous reste très peu de temps pour les questions. D'accord. Tout ça, c'est pour vous donner une idée de la prise en charge des troubles fonctionnels digestifs chez l'adulte qui vont jusqu'aux antidépresseurs, antispasmodiques, etc. Donc, c'est un vrai challenge. Les symptômes abdominaux sont fréquents, surtout digestifs bas, avec des douleurs, impactent la qualité de vie. Ils sont globalement nettement améliorés par les modulateurs. Ils ont besoin d'être évalués de façon répétée avec des outils validés, spécifiques si possible. Il faut poser les questions parce que les patients n'en parlent pas spontanément. Il faut savoir écouter, avoir un abord multidisciplinaire, simultané, se former en équipe à cette prise en charge et pour être politiquement parfaitement incorrect, et ceux qui me connaissent le savent, ce qu'on peut proposer, c'est une prise d'Orlista pendant 3 jours à tous les membres d'une équipe soignante d'un CRCM. L'Orlista, c'est un antilipase intestinal puissant, donc ça donne une stéatorée du feu de Dieu. Et quand je pense que les soignants auront 3 jours de stéatorée du feu de Dieu, ils auront une meilleure perception des symptômes de nos patients et seront peut-être plus enclins à les prendre en charge de façon efficace.
Et il faut structurer si possible, avoir un référent hépato-gastro. Former à la mucoviscidose, c'est mieux, mais les explorations invasives sont très peu souvent réellement nécessaires en dehors de l'âge et de la transplantation. Savoir travailler en collaboration avec des hypnothérapeutes, pourquoi pas des acupuncteurs, des psychologues, s'aider de l'expérience des adultes dans les troubles fonctionnels intestinaux et se mobiliser avec la filière et VLM pour participer aux États généraux du 17 octobre prochain. Merci. Merci à toi, Jeanne. Merci pour ce vaste tour d'horizon des symptômes digestifs dans la mucoviscidose qui prennent sans doute, oui, qui reviennent au premier plan avec l'amélioration des symptômes respiratoires sous traitement modulateur, et notamment les patients greffés qui ne prennent pas de traitement modulateur, c'est un peu ce qu'ils réclament en fait, et c'est ce dont ils se plaignent, c'est des symptômes digestifs qui reviennent au premier plan dans leur vie aujourd'hui. Mais les patients qui ont des modulateurs non greffés et qui ont arrêté le créon parce qu'ils pensent pouvoir l'arrêter alors qu'il reste insuffisant pancréatique exocrine, ceux qui se plaignent de symptômes abdominaux avec des selles grasses, etc., auraient tout intérêt à ce qu'on leur explique et qu'on les accompagne pour améliorer leur prise en charge sur le plan digestif qui n'a pas disparu avec les modulateurs. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a 5 minutes. Peut-être que Marine et Anne-Sophie peuvent rejoindre Jeanne, peut-être, pour répondre aux questions sur le questionnaire. Oui, Tiffaine. Non, alors c'est pas sur le questionnaire, c'est plus à Jeanne. Il y a aussi chez les plus jeunes enfants, des enfants qui quand même redeviennent, t'en as parlé un petit peu, suffisants pancréatiques, et finalement qui découvrent de nouvelles douleurs abdominales. Enfin, nous, en tout cas, on en a plusieurs des patients qui ont normalisé leur élastase et qui vont avoir mal au ventre avec quand même des repas très gras, alors qu'ils n'ont pas la malabsorption, mais ils n'ont pas la diarrhée, enfin, voilà, et puis ils ont une élastase normale au quotidien, mais quand même l'ingestion de repas gras avec des lipases qui doivent être un peu limites provoque des nouveaux symptômes de douleurs abdominales et qui sont un peu compliqués pour les parents à gérer parce que finalement ils étaient habitués aux douleurs abdominales d'avant. Et enfin, je ne sais pas si s'il y a beaucoup de monde qui a ce genre de tableau-là, mais nous on a plusieurs petits là dans les moins de 6 ans qui ont ce genre de tableau-là. Visiblement non. Moi, j'en ai pas personnellement l'expérience et ça doit être effectivement un peu complexe à gérer parce que je sais pas si le taux supérieur à 200 d'élastase suffit à dire t'es guéri, t'as plus besoin du tout. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est vrai dans la vraie vie? Est-ce que sur une raclette ça va suffire? Je sais pas. C'est plus facile quand ils sont intermédiaires, mais enfin, là, en l'occurrence, j'en ai 3 en tête, ils ont plus de 500 d'élastase, donc c'est quand même compliqué de leur garder des enzymes pancréatiques, quoi. Non, mais moi, j'ai pas cette expérience-là encore. Après, sans doute qu'il faut revoir l'équilibre alimentaire, parce que c'est vrai, quand ils étaient insuffisants pancréatiques, ils mangeaient sans doute plus gras aussi pour pouvoir avoir les calories et grossir. Enfin, c'était ce qu'on leur demandait de faire. Et peut-être que voilà, garder la même alimentation aujourd'hui peut être source d'une digestion différente. Oui, bien sûr, mais c'est aussi la vraie vie que pas toujours de manger parfaitement bien. Juste, moi, j'avais un commentaire par rapport à ces patients-là et l'inflammation pancréatique. Comment était leur pancréas à l'imagerie? Parce que s'ils ont un tissu acinaire quand même qui est fonctionnel, ils ont une mutation qui est présente, ils peuvent faire quand même de l'inflammation pancréatique et avoir vraiment les douleurs suite à l'ingestion de repas gras alors qu'ils sont suffisants pancréatiques. Là, on peut plutôt s'interroger sur de l'inflammation chronique et un petit peu de pancréatite. Alors après, le taux de lipase, c'est pas qu'on s'en moque un peu, mais voilà, s'il est un petit peu élevé, et en fonction du type de douleur, on peut s'interroger aussi sur l'origine pancréatique d'inflammation des douleurs. Comment était leur pancréas morphologiquement parlant? En général, sur les moins de 5 ans, l'échographie, elle nous dit pancréas homogène. C'est tout ce qui est...
enfin, je ne vais pas avoir en tête toutes les échographies des patients dont je viens de parler, mais globalement, il n'y avait rien de très précisé par le compte-rendu du radiologue, quoi. Ça veut dire que s'il y a un pancréas qui a un tissu qui est normal et qui n'est pas lipomateux complètement, ça veut dire qu'il a un tissu acinaire présent et donc il peut... et s'il est redevenu suffisant pancréatique du fait du traitement, on peut justement s'interroger sur une origine inflammatoire en fait des douleurs. Je suis complètement d'accord. Je dis juste que c'est difficile à manager parce qu'un enfant lambda qui mange une raclette, un enfant qui n'était pas hors muco, il n'a pas forcément des douleurs d'inflammation pancréatique. Et eux, finalement, ils en ont. Alors, enfin, voilà, je trouve que c'est aussi un nouveau paradigme qu'on n'avait pas avant. Enfin, on avait des patients suffisants pancréatiques depuis toujours, mais des anciens insuffisants pancréatiques qui maintenant ont des douleurs d'inflammation pancréatique, c'est pas toujours simple à gérer. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas simple à gérer. Ce sera la dernière question, afin qu'on respecte le timing. Merci. Oui, je peux. Oui, je peux. Oui, par rapport aux adultes, la question que je me pose chez ces patients qui ont des douleurs persistantes, c'est la part de la gastroparésie diabétique. Est-ce que vous avez des données concernant ce sujet? Parce qu'en diabétologie générale, c'est vraiment souvent assez évalué, mais ça représente une part importante de patients concernés par cette complication du diabète. Il y a des études qui montrent tout à fait que le diabète associé à la mucoviscidose est un facteur de risque important de symptômes digestifs et notamment douloureux dans la mucoviscidose chez l'adulte. Il y a peu de raisons que, je ne sais pas quel est l'effet des modulateurs sur un diabète déjà installé depuis des années avec une gastroparésie qui explique les douleurs, mais il y a peu de raisons que ça disparaisse, en tous les cas instantanément, comme ça. Donc oui, ça c'est bien décrit. C'est bien décrit. Et surtout qu'ils vivent plus longtemps. Est-ce que compte tenu de l'augmentation vraiment de l'espérance de vie, est-ce que, par exemple, vous avez recours parfois aux scintigraphies, aux aliments marqués, pour documenter le ralentissement de la vidange gastrique en lien avec le diabète? Non. Enfin, pas à ma connaissance. Et je ne sais pas quels sont les moyens thérapeutiques pour améliorer cette dysmotricité digestive haute liée au diabète en contexte de mucoviscidose. C'est-à-dire que, voilà. Je ne sais pas si ça débouche sur une prise en charge thérapeutique. Et en dehors de contexte de recherche, j'ai un peu pour mode de pensée qu'un examen qui ne change pas la prise en charge n'est pas un examen suffisamment relevant. Mais je ne sais pas. Si on n'a pas je connais pas, je suis pas gastro-entérologue adulte et je connais pas les traitements éventuels des troubles de la vidange gastrique liés au diabète. Donc ça sort de ma compétence. Merci.